En France, près de la moitié des protéines végétales destinées à l'alimentation animale est importée. Alors comment réduire cette dépendance aux importations? Comment accompagner les éleveurs et éleveuses dans cette transition? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons convié Alice Berchoux. Bonjour Alice. Bonjour. Vous êtes chef de projet à l'Institut de l'élevage et vous participez activement à plusieurs projets, Cap Protéines, Aura Protéines, Coopéra, qui visent à renforcer la souveraineté protéique française. Merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode d'Enfin c'est tout. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, on va démêler ensemble le vrai du faux. C'est parti. Vrai ou faux, la souveraineté protéique se définit comme l'indépendance à l'importation de protéines végétales. C'est vrai. On peut aussi la définir comme la capacité de la France à produire l'ensemble des protéines végétales sur notre territoire pour nourrir nos animaux d'élevage français. En France, on produit suffisamment de protéines végétales pour nourrir tous les animaux d'élevage. C'est faux. On produit suffisamment de fourrage pour nourrir l'ensemble de nos animaux d'élevage. Par contre, on ne produit pas assez de concentré protéique. La production de soja en Amérique du Sud a un impact sur les écosystèmes et les productions locales. Vrai, parce que la production de soja est souvent associée à la déforestation et également à des sojas OGM, et on connaît tous les incidences de ces productions-là sur le climat et l'environnement. L'herbe peut être une source de protéines suffisante pour les animaux. C'est vrai, mais je dirais que ça dépend des types de systèmes d'élevage. C'est un sujet qui divise. Du moins, pour des animaux à haut potentiel, c'est compliqué de les nourrir uniquement avec de l'herbe. On va avoir besoin d'apporter des concentrés protéiques en plus. Par contre, pour les animaux qui ont des besoins plus faibles, comme des animaux en entretien ou des vaches laitières qui vont avoir des niveaux de production faibles, dans ces cas-là, c'est possible de les nourrir qu'avec de l'herbe, sans complément. Et dernier vrai faux, aujourd'hui il existe un substitut au tourteau de soja étranger qui soit aussi riche en protéines et cultivé en France. C'est vrai, on a le soja qui est produit aussi en France et qui peut être un très bon substitut au tourteau de soja étranger. On l'a dit, la France est dépendante des importations de protéines végétales et notamment le soja. Comment ça s'est installé dans l'Hexagone ? Ça remonte aux années 1950. Dans le cadre des négociations avec les États-Unis, qui ont fait en sorte de supprimer les taxes douanières sur les tourteaux de soja. Et donc l'Europe a bénéficié de tourteaux d'importation à des prix préférentiels. Et en plus de ça, la PAC n'a pas motivé les agriculteurs à cultiver des protéagineux et des holoprotéagineux sur notre territoire. Et donc, on a un déficit important qui s'est creusé à l'échelle européenne et française. Donc, par exemple, dans les années 1970, on avait un déficit en concentré protéique qui était de l'ordre de 70%. Aujourd'hui, on se situe plutôt autour de 40-45% de déficit. Et donc, on a réussi à réduire ce déficit grâce à une succession de plans protéines qui ont eu lieu à l'échelle française et européenne. Et donc le premier a eu lieu en 1973 dans le cadre de l'embargo américain. Donc cette année-là, il y a eu une mauvaise récolte au niveau du soja. Et donc ils ont limité les exportations de graines de soja et de tourteaux vers l'Europe. Et donc c'est là que à l'échelle européenne, on a décidé de pousser un petit peu plus ces cultures d'holoprotéagineux à l'échelle de notre territoire. Mais il reste encore du travail aujourd'hui pour réussir à atteindre l'autosuffisance. Alice, on le disait plus tôt, vous travaillez sur plusieurs projets. Est-ce que vous pouvez les présenter brièvement ? Le premier projet dont je peux vous parler, c'est le projet Cap Protéines, qui s'inscrit dans le plan protéines lancé en 2020 à l'échelle française. C'est un gros projet de recherche et développement et qui avait pour objectif d'accroître de 50% les surfaces en holoprotéagineux et légumineuses destinées à l'alimentation des ruminants à l'échelle française, et également de pouvoir mieux valoriser nos 13 millions d'hectares de prairies qui sont elles aussi très riches en protéines. Les objectifs sont quand même très ambitieux. Et donc pour ça, on a fait en sorte qu'il y ait des projets qui se déclinent à l'échelle des régions pour se réapproprier le travail qui a été fait dans Cap Protéines et poursuivre également les essais qui avaient été mis en place sur le terrain. Donc à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu deux principaux projets qui sont Aura Protéines et Coopéra. Aura Protéines vise à travailler sur des solutions, des leviers fourrage pour améliorer l'autonomie protéique des exploitations. On s'est appuyé sur un réseau de groupes d'éleveurs, de collectifs d'agriculteurs, pour qu'on puisse derrière mettre en place des démonstrations à l'échelle de ces collectifs d'agriculteurs, mais également dans les fermes de lycée et dans des fermes expérimentales. Et ensuite, on a le projet Coopéra, qui lui est plutôt un projet
qui vise à travailler sur la structuration d'une filière en concentré protéique à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, notre travail en tant qu'Institut de l'élevage, c'est de faire en sorte que les éleveurs valorisent les tourteaux qui vont être produits en région et également d'aider les agriculteurs à travailler sur leur autonomie en travaillant plutôt sur le volet fourrage et aussi optimisation des besoins des animaux. Quelles sont les principales sources de protéines végétales qui sont cultivables en France, que vous explorez ou testez dans le cadre de ces projets? On a notamment travaillé sur les légumineuses fourragères. On entend la luzerne, le trèfle violet et différents autres types de trèfles. Par exemple, dans le projet Aura Protéines, on travaille sur le type de luzerne. Aujourd'hui, on utilise plutôt des luzernes flamandes. Savoir est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers les luzernes méditerranéennes pour avoir une croissance un peu plus importante sur la période hivernale. On travaille aussi sur les prairies multi-espèces. Donc on fait de l'association de différents types de graminées, différents types de légumineuses. Et l'objectif, c'est de pouvoir aboutir à une sorte d'index prairie pour pouvoir comparer les mélanges de prairies multi-espèces entre eux. On travaille également sur les dérobées fourragères riches en protéines. Et il y a également un volet sur la partie protéagineux. Donc on a testé une multitude de choses dans le cadre de ces différents projets. Et est-ce que ces sources locales, elles sont aujourd'hui techniquement et économiquement viables pour les éleveurs ? C'est une très bonne question. C'est aujourd'hui ce qui questionne les agriculteurs et les conseillers en élevage. Techniquement, on arrive à faire les choses. En tout cas, sur la partie fourragère, il existe vraiment une multitude de ressources qui peuvent venir en complément d'autres ressources moins riches en protéines, comme par exemple l'ensilage de maïs. Beaucoup d'éleveurs se questionnent à réduire la part de l'ensilage de maïs dans leur ration pour justement limiter la dépendance aux tourteaux. Et donc cette baisse de l'ensilage de maïs se fait au profit de prairies temporaires à dominante de légumineuses. Et donc ces prairies, au niveau de la ration, viennent très bien se compléter avec un ensilage de maïs qui est très riche en énergie. Donc ça, aujourd'hui, on sait bien le faire sur la partie fourragère. Sur la partie culture de protéagineux et de léoprotéagineux, on est quand même dans d'autres questionnements. Où les rendements sont quand même très variables, notamment par exemple sur les pois, sur les févroles. Les éleveurs ont quand même tendance à s'écarter de ces cultures-là parce que les rendements sont fluctuants, les prix ne sont pas toujours au rendez-vous. Et donc ce qui fait qu'on a des marges sur ces cultures qui sont pas aussi avantageuses que d'autres cultures traditionnelles, quoi. Économiquement, pour les éleveurs d'aller chercher plus d'autonomie protéique, c'est pas systématiquement rentable. Ça peut l'être quand on est dans une logique d'optimisation du système, mais on est aussi dans la majorité des cas sur des coûts qui sont plus élevés. Toutefois, quand on parle d'autonomie protéique, il faut voir les choses aussi plus largement et de se dire que l'autonomie, ça répond aussi à de multiples enjeux, comme le fait de réduire l'empreinte carbone des élevages. Quand on cultive des luzernes ou du soja sur son exploitation, on va aussi baisser l'utilisation des intrants. Et l'enjeu économique, il est aussi de faire en sorte de réduire la sensibilité aux cours mondiaux. Une exploitation qui est très autonome, qui va produire la majorité de son alimentation sur son exploitation, et bien finalement, elle va être moins sensible aux fluctuations des cours. Et comment alors accélérer cette transition ? C'est une question difficile. Une question très difficile, effectivement. En tout cas, il peut y avoir des choses qui résident dans les démarches de segmentation du lait ou de la viande. On a de plus en plus de cahiers des charges qui mentionnent cette notion d'autonomie alimentaire. Et généralement, il y a quand même une plus-value sur le prix du lait ou de la viande. Et donc, ça peut inciter les éleveurs à mettre en place ce type de démarche. On peut avoir aussi des choses à l'échelle des pouvoirs publics, étant donné que généralement on a un coût de production qui est plus important dans les exploitations qui recherchent une autonomie protéique forte. Il faut aussi qu'on puisse soutenir économiquement ces agriculteurs. Donc aujourd'hui, il y a eu des MAEC qui ont été mis en place pour soutenir l'autonomie protéique et je pense que c'est une très bonne chose pour accélérer la transition. Il y a aussi des choses qui résident dans la structuration de filières protéines à l'échelle française. On le disait en introduction, la France est déficitaire à hauteur de 45% en concentré protéique. Donc il faut qu'on fasse en sorte de pousser à la production de protéines végétales sur notre territoire. Donc la PAC a mis en place des aides couplées à la protéine pour pousser à l'implantation de cultures riches en protéines. Donc c'est déjà une première étape. Ensuite, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est aussi à structurer des filières protéines en ayant aussi des usines de trituration sur notre territoire, pour faire en sorte que nos agriculteurs éleveurs aient des tourteaux français à leur disposition. Oui, donc c'est bien avancé, mais il y a du travail. Exactement, on a déjà fait énormément de choses sur l'autonomie protéique. Les réponses, je crois qu'on les a. Maintenant, il y a un gros travail de déploiement, de formation, de sensibilisation sur le sujet.
Alice, on arrive à la fin de cet épisode. Pour pousser un petit peu plus loin notre échange et ouvrir plus largement le sujet, est-ce que vous auriez une recommandation, que ce soit un livre, une chaîne YouTube, un événement, quelque chose, qui aide nos auditeurs et auditrices à encore mieux saisir le sujet qu'on aborde aujourd'hui? Alors des ressources, il en existe énormément. Là, j'ai à côté de moi le dossier technique de l'élevage sur l'autonomie protéique des élevages de ruminants. C'est un dossier qu'on a fait dans le cadre du projet Cap Protéines et qui fait une très belle synthèse de l'autonomie protéique. On a un point de situation qui est fait à l'échelle française et on a différents leviers qui sont cités pour faire en sorte d'accompagner nos éleveurs vers plus d'autonomie protéique. Donc je le recommande vivement. Et pour finir, on met toujours au défi nos invités de résumer notre échange en 1 minute chrono. Alors Alice, comment réduire la dépendance aux importations de protéines végétales pour l'alimentation animale ? Donc la dépendance protéique de la France est issue d'accords historiques avec les États-Unis. Donc aujourd'hui, on a un déficit de l'ordre de 45% qui a mené à une succession de plans protéines. Et le dernier en date de 2020. Donc on a eu le projet Cap Protéines qui s'est mis en œuvre et qui a travaillé sur différentes solutions pour accroître l'autonomie protéique des élevages. Donc on a aujourd'hui 2 voies qui permettent d'améliorer l'autonomie protéique des fermes. La première voie est la voie fourrage qui vise à cultiver des fourrages riches en protéines à introduire dans la ration des animaux. Et la deuxième voie qui est la voie concentrée qui vise à cultiver des protéagineux et des alloprotéagineux sur nos territoires. Ces graines peuvent être introduites directement dans la ration des animaux ou bien passer par des usines de trituration pour avoir des tourteaux français. L'autonomie protéique, c'est possible de l'atteindre. On a toutes les solutions techniques sur notre territoire et le tout est de réussir à bien se faire accompagner par les conseillers ou les instituts techniques qui vous entourent. Merci Alice d'avoir été avec nous dans cet épisode et merci à vous d'avoir écouté Un Foin c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner au Comptoir des éleveurs sur les plateformes d'écoute et à partager autour de vous cet épisode. À bientôt.